Direct avec le deuil de la mélancolie chez Robert Laffont. On a parlé beaucoup de politique intérieure dans la première partie. On va ouvrir un petit peu les frontières dans cette deuxième partie. Mais d'abord, et puis c'est ce qui va nous y amener, un mot quand même sur l'instauration de cette taxe sur le halal, ce renforcement de l'apprentissage de l'arabe à l'école. C'est un intellectuel spécialiste de l'histoire de l'islam, Harim El Karoui, pour l'Institut Montaigne, qui a présenté ce matin, vous le savez, qui a préconisé plusieurs pistes pour réguler l'islam en France. La démarche est justifiée, Michel Onfray? Qu'il y a un problème et qu'il faille résoudre ce problème me paraît évident, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait apprendre l'arabe à l'école pour résoudre le problème. C'est quand même oublier qu'il y a un nombre de musulmans qui ne sont pas arabisants, qu'il y a des musulmans qui sont iraniens, qu'il y a des musulmans qui sont turcs, qu'il y a une communauté turque qui se comporte très bien, qu'il n'y a aucun problème avec la communauté turque, me semble-t-il. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on veut dire en donnant ce genre de signe? On apprend l'arabe à l'école et on va cesser d'avoir des problèmes avec l'islam. C'est pas parce que le Coran est écrit en arabe, il est aussi traduit. Moi, je l'ai lu en français, pas besoin forcément d'être arabisant. Et même si on est arabisant, c'est compliqué à lire, si vraiment on veut travailler avec le texte de l'époque. Donc, il y a une espèce de fourre-tout. Je vois pas comment on pourrait vraiment... Mais c'est ça. Est-ce que ces pistes sont finalement la réponse, enfin un début de réponse à la hauteur, en tout cas, du diagnostic? Il y a des choses... la taxation du halal me paraît extrêmement intéressant. Parce que ça, je crois qu'on peut récupérer de l'argent. Et évidemment, la laïcité ne permet pas de financer des lieux religieux, mais la religion, elle existe. Moi, je suis pour que la République ait le souci des religions. L'athée que je suis pense qu'il faut aider les religions à exister pour qu'elles soient financées par des gens qui méritent de financer leur religion et pas des gens qui ont des intérêts politiques d'autres pays qui auraient intérêt à placer leurs gens, je dirais. Donc oui, qu'il y ait un impôt, qu'on ait la possibilité de sortir de cette hypocrisie. On n'a pas le droit de construire aujourd'hui, de financer des constructions de mosquées, mais on finance des constructions de centres culturels qui ne sont pas des centres culturels. Donc on donne de l'argent, on fait semblant de ne pas avoir vu, etc. Donc plus ce sera clair, plus ce sera net, plus les financements seront propres. Et un financement par le halal me paraît propre. Donc vous dites que c'est un premier pas qui fait sens, parce que d'aucuns disent qu'il faut fermer les mosquées salafistes, expulser leurs imams, que tout ça est bien léger compte tenu de la situation. Non, le rapport dit quelque chose aussi d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on a mondialisé aussi l'islamisation, on l'a ubérisé, que ça se passe sur Internet et que quelqu'un qui a aujourd'hui son téléphone portable peut aller chercher des imams qui seront intégristes. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'expulser des imams intégristes? Évidemment, sur le territoire de la République, on peut voir qui dit quoi et qui fait quoi, mais il faut arrêter de croire que quand on aura mis ce genre de frontières ou mis des gens à nos frontières, les gamins n'iront pas chercher sur Internet de quoi nourrir leur désir de violence, de brutalité, ceux du moins qui ont envie de faire de l'islam une école de guerre. Vous avez été taxé d'islamophobe par la gauche, Michel Onfray, à plusieurs reprises, et pas seulement. Hein. Islamophile aussi. Mais, vous avez le sentiment que parler de l'islam en 2018, c'est immédiatement ressenti comme un acte d'islamophobie, comme au lendemain des attentats du Bataclan, des terrasses, où on est un petit peu plus apaisé 3 ans après? Non, on n'est pas apaisé, on n'arrive pas à vraiment aborder le problème. Regardez Macron, nous en parlions tout à l'heure, quel était le projet de Macron? Réorganiser les services secrets européens. Et c'est avec ça qu'on arrête le terrorisme. On voit bien que c'est pas possible. Donc aujourd'hui, il y a une grande entreprise de communication qui consiste à dire, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui égorge dans la rue, qui vient de crier Allah Akbar, qu'il avait des problèmes psychiatriques. Bah évidemment, il faut des problèmes psychiatriques pour croire que quand on égorge quelqu'un en criant Allah Akbar, on va récupérer une dizaine de vierges au paradis. Évidemment que c'est psychiatrique. Mais c'est psychiatrique aussi de croire que Jésus peut naître d'une mère vierge, mourir et ressusciter le 3e jour. Hein. C'est la question des religions. Donc il faut juste arrêter de dire là où il y a un problème, il n'y en a pas. Et de dire là où il y a un problème, eh bien maintenant, allons voir où est le problème. Et puis répondons, c'est ça que devrait faire un chef d'État, en disant voilà mon projet, voilà mon programme. Moi j'aime beaucoup Jean-Pierre Chevènement, qui est un de mes amis personnels. Il se fait qu'il y a une proposition chez Jean-Pierre Chevènement sur l'islam, sur la question des religions, sur la question de la laïcité, sur la question du financement de l'islam. Donnons les pleins pouvoirs à Jean-Pierre Chevènement sur ce terrain-là. Oui, on va vous répondre pourquoi l'État procède-t-il à une telle ingérence? Mais parce que la loi de 1905, elle est de 1905, et que nous ne sommes plus en 1905, et que vous aviez une majorité de gens qui étaient chrétiens, et que les gens qui étaient chrétiens l'étaient partout, c'est-à-dire à l'école, à l'hôpital, dans l'armée, etc., etc. Aujourd'hui, les gens qui sont chrétiens... Vous savez bien que c'est une boîte de Pandore, si vous ouvrez ce texte, s'il a traversé le XXe siècle et est encore en vigueur aujourd'hui, vous savez bien que si vous le remettez en cause d'une manière ou d'une autre, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Moi, je n'ai pas la religion de la loi.
C'est-à-dire que quand on disait à une époque, mais les femmes qui avortent vont aller au tribunal, et il y a même des avorteuses à l'époque qu'on décapitait, il est bon que des gens aient dit qu'une loi, ça pouvait aussi se repenser en fonction des circonstances. Le matérialiste que je suis estime qu'une loi est un produit d'une histoire donnée dans un moment donné. Nous ne sommes plus dans une configuration de domination du judéo-christianisme sur la société française. Le christianisme a reculé, il ne domine plus grand-chose, et il y a effectivement une religion qui, dans une fraction guerrière et conquérante, c'est pas la totalité de l'islam, mais a le désir de prendre une place qui est légitime, illégitime, c'est comme on voudra, mais il faut un débat intellectuel pour dire que les choses arrivent vraiment franchement. Et puis arrêtez de croire que des lois qui auraient 100 ans seraient des belles lois. Heureusement qu'on a changé des lois et qu'on est allé dans le sens de la féminisation, dans le sens de la parité, ou de l'avortement, ou du mariage homosexuel. Heureusement qu'on a dit à un moment donné, ce sont des lois qui quand même sur plus d'un siècle, celle-ci. Pardon ? Elle a fait ses preuves sur plus d'un siècle, celle-ci, comme d'autres d'ailleurs. Elle a fait ses preuves à une époque où effectivement ça n'était pas la même chose et où l'immigration était massivement chrétienne. C'est-à-dire que quand vous aviez des Rital, quand vous aviez des Polonais, des Polacs qui arrivaient, moi je suis à Caen là, et à la SMN, vous aviez une trentaine de nationalités, il n'y avait aucun problème. L'immigration date pas de... Non, je dis simplement que vous avez une migration maghrébine, et c'est pas par hasard que quand on parle du problème de l'islam, on parle de la langue arabe. On ne parle pas de l'islam dans ces cas-là, on parle de la langue arabe. Ça me paraîtrait extrêmement intéressant que quand il s'agisse de l'islam, il faille parler de l'arabe et on ne parle pas du turc, d'apprendre le turc ou d'apprendre le persan à l'école. C'est pas ça le problème. Et pourtant, et les Indonésiens qui sont musulmans et ceux qui, etc., etc. Donc il y a effectivement un débat, à commencer par un débat, je dirais. Mais aujourd'hui, il y a une criminalisation du débat. Et puis après, des hommes politiques qui ont un petit peu de courage et qui ont autre chose à nous dire que de dire réorganisons les services secrets au niveau européen pour supprimer le terrorisme. Non, ça marchera pas comme ça. Ils diraient des choses bien plus intelligentes. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce rapport, c'est le fait que l'islamisme est devenu une idéologie mondialisée qui, comme vous le disiez très justement, profite d'Internet pour répandre cette idéologie. Et surtout, ce qui est plus qu'inquiétant, c'est qu'en France même, 30% des musulmans français sont maintenant sur la ligne dure, fondamentaliste, salafiste ou wahhabiste, ou les deux. Et donc, on est face à une situation quand même qui déjà échappe au contrôle, puisque ces 30%-là sont de plus en plus communautaires, identitaires, et ils sont entre eux, ils communiquent peu, et finalement les services de renseignement ou l'État finalement a très peu de prise. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vous écoute faire vos billets, parce que moi j'écoute non, mais de politique internationale, j'apprends beaucoup, parce que non, mais là on est en France, Oui, mais vous savez bien que la politique étrangère, c'est aussi la politique française. Et les wahhabis, c'est l'influence de l'Arabie Saoudite. Eh ben oui, et ça dépend des relations que nous entretenons avec l'Arabie Saoudite ou avec le Qatar. Et nous n'entretenons pas des relations qui sont forcément très intéressantes. Pour parler avec une litote, on vend beaucoup d'armes là-bas, on soutient beaucoup des gens qui ne sont pas forcément des démocrates, pour le dire aussi comme ça, des gens qui nous donnent de l'argent, qu'on accepte, etc., etc. Donc, tous les prédicateurs salafistes aujourd'hui ont plus d'adhérents sur leur compte Twitter ou sur Instagram que le pape. Oui. Il n'y a que Barack Obama qui arrive à avoir plus de followers. Donc on a une situation quand même. Et ils viennent d'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Donc est-ce qu'il faut les interdire? Est-ce qu'il faut contrôler les réseaux Internet? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas contrôler les réseaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est face à une montée de l'idéologie de l'islam partout. Alors oui, moi quand vous aviez dit tout à l'heure qu'on avait dit de moi que j'étais islamophile et que je disais que islamophobe et qu'on avait dit aussi que j'étais islamophile, on le dit que je suis islamophile quand je fais de la politique étrangère en disant nous menons une politique internationale qui nous vaut effectivement la détestation d'un certain nombre de peuples. Je suis allé en Algérie au moment où j'ai écrit mon livre sur Albert Camus, j'ai regardé la télévision, le journal de 20 heures, j'avais l'impression d'être en 1960. On parle du FLN, on parle de l'occupant, de la France, etc. C'est-à-dire que je comprends que des gens qui sont sans culture, à qui on n'aura rien appris à l'école sur ce sujet-là, qui ne regarderaient que la télévision algérienne et la propagande d'État de cette télévision algérienne, peuvent avoir effectivement une vision complètement faussée de ce qu'a été la France, le colonialisme, etc. Donc on refait de la culture. On a un président de la République qui s'en va pas en Algérie dire ce qu'il a dit, par exemple. On a un président de la République qui ne fait pas ce qu'il fait en Arabie Saoudite ou au Qatar. Et un président de la République qui, s'il veut être gaulien, dispose d'une vraie politique arabe. Et une politique arabe, c'est une politique qui fait qu'on négocie avec des gens de manière diplomatique et qu'on rencontre pas forcément des gens sympathiques. Voilà pourquoi à l'époque j'avais parlé de rencontrer le patron de l'État islamique en disant il faut effectivement négocier avec nos ennemis, pas avec nos amis, et éventuellement avec les amis de nos ennemis, parce qu'on pouvait faire intervenir la Turquie. Mais là je parle sous le contrôle du livre, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais je veux dire qu'on avait à une époque la possibilité de travailler avec la Turquie, ça n'est plus possible. Donc toutes ces chances, on les laisse partir, et là on dit on va apprendre l'arabe à l'école et on va régler le problème. Mais non.